J'ai bien compris que ce que j'avais vécu avec Alexandre était juste de l'horreur, de la violence, du mépris, du manque de respect, enfin, que ce n'était en aucun cas ce qu'on peut appeler sexualité. Quand on parle de violence sexuelle, on pense à l'acte, à la violence exercée par une personne sur une autre. Peut-être qu'on ne pense pas encore assez aux conséquences qu'elles impliquent. Pourtant, ces violences peuvent être traumatisantes, causer des troubles anxieux, des troubles du comportement alimentaire ou des complications dans la scolarité. Alors, que se passe-t-il après ? Où et quand s'arrête la violence ? Comment faire face aux jours qui viennent après ? Attention, certains récits peuvent être difficiles à entendre. Prenez soin de vous, écoutez à votre rythme et faites des pauses si besoin. Vous écoutez Défaire la violence, une série documentaire du dispositif Saint-Epsy étudiant et de l'association VICA. Dans le premier épisode de cette série, Alia nous a partagé son histoire. Alors qu'elle a 14 ans, elle rencontre un jeune homme, Alexandre, sur le chat d'un jeu en ligne. Mais très vite, leur connexion amoureuse vire à la relation violente. Le jeune homme force Alia à lui envoyer des photos d'elle dénudée. Et même libérée de l'emprise d'Alexandre, la violence ne s'arrête pas pour Alia. Je retourne au collège le lundi et le directeur avait demandé à mes parents et moi-même si on était d'accord pour qu'ils parlent de cette histoire-là aux professeurs, pour qu'ils en parlent aux collégiens, pour les mettre en garde. Et moi, ce côté-là de prévenir, c'est ce qui m'importait le plus. Donc j'ai effectivement dit oui, donné mon accord. Donc c'est ce qu'il a fait. Les camarades d'Alia sont informés qu'elle a subi des violences sexuelles en ligne, que quelqu'un l'a forcée à envoyer des images sexuelles. On appelle ça sextortion ou revenge porn. La gravité de l'histoire est partagée dans le lycée. Alia a porté plainte. Le soir, je rentre chez moi, je prends mon téléphone, j'ai toujours accès à Snapchat, et je reçois des dizaines de demandes d'amis, de personnes du collège. Donc je me dis, chouette, les gens sont là pour moi, ils veulent me soutenir. Donc j'accepte ceux que je connais du collège. Et en fait, contre toute attente, je reçois des messages mais plus abominables les uns que les autres. Les garçons étaient visiblement intéressés par ce que je pouvais faire, par mes services, entre guillemets, comme certains aiment le dire. Jusqu'au lycée, jusqu'en terminale, je me faisais harceler encore et encore par des personnes que je connaissais d'avant, du collège ou pas. Quand je passais dans certains couloirs, ça sent le sperme ici. Alia, tu sors ce week-end ? Et en fait, je savais très bien pourquoi il me posait ces questions. Chaque anniversaire où je me rendais, et je sais pas si c'était l'alcool qui faisait que, ou si c'était juste leur bêtise humaine, mais ils essayaient de me toucher, je recevais des mains aux fesses, des commentaires plus ignobles les uns que les autres. En fait, on me prenait encore pour une fille qui voulait juste faire plaisir à tout le monde et qui s'en fichait, quoi. Après les violences, il est compliqué pour les victimes de réapprendre à analyser ce qu'il se passe, à se défendre, à poser ses limites. C'est ce que constate Violaine Chabard, directrice de l'accompagnement des victimes au sein de l'association Colosse au pied d'argile, spécialisée dans la prévention et l'accompagnement de victimes de violences sexuelles en milieu sportif et scolaire. C'est une véritable effraction dans le psychisme. C'est tellement insoutenable que ça met à mal la victime. Donc déjà, elle va se replier sur elle-même, elle va avoir du mal à analyser ce qui se passe autour d'elle. Et pourquoi elle met du temps à parler ? Parce que déjà, elle est dans la honte et la culpabilité. Et c'est ce qui est renvoyé parfois par la société ou l'entourage, de lui dire si tu n'avais pas été là, ou si tu n'avais pas fait ci, ou si tu es... des reproches qu'elle peut elle-même entendre et qui ne sont pas forcément avérés. C'est-à-dire qu'elle va analyser ça comme des reproches qui ne le sont pas forcément. Violette Daz est chargée de projet à la mission Égalité, lutte contre les discriminations de la faculté Sorbonne Université depuis janvier 2020.
Elle y accueille régulièrement des jeunes femmes victimes de violences sexuelles. Je pense que rationnellement, notamment les communautés étudiantes, sont effectivement plus informées du fait que c'est pas à elles d'avoir honte, que c'est pas de leur faute. Je pense qu'elles le savent, mais encore une fois de manière rationnelle. Mais par contre, le sentiment émotionnel de dire j'aurais dû partir ou j'aurais dû faire ça ou pas faire ça, ça c'est encore des choses qu'on entend vraiment énormément, malgré une bien meilleure connaissance des dynamiques et des fonctionnements des violences excités sexuelles. Par contre, là où je trouve que c'est intéressant, c'est que malgré le sentiment de honte, les personnes arrivent quand même à venir se signaler plus tôt. Donc ça veut dire que c'est quand même un sentiment de honte qui existe encore, mais qui empêche peut-être moins de faire des démarches. Johanna Rosenblum, psychologue clinicienne. Les victimes de violences sexuelles, elles ressentent souvent de la honte. Ces victimes ont honte parce qu'elles ont honte de leur corps, elles ont honte de ce qu'on a imposé à leur corps, elles ont honte de tout ce que ça implique, parler de parties intimes, témoigner de ce qu'on a subi, de ce qu'on a fait parfois sous la contrainte, de ce qu'on nous a imposé. Honte parce que il y a le regard et l'avis, les commentaires, les questionnements des gens qui vont avec, et qu'on est dans l'intime en fait. Le sentiment de honte perdure même s'il n'y a ni culpabilité ni honte à avoir. Une victime de violence sexuelle n'est jamais responsable de son ou ses agressions. Dans son livre « Surviving Sexual Violence », publié en 1988, Liz Kelly développe le concept de continuum des violences sexistes et sexuelles. Elle cherche à démontrer que les violences sexuelles ne sont pas des événements exceptionnels, mais une partie intégrante de la vie ordinaire, souvent normalisée par la société. Ces violences s'inscrivent dans un quotidien, et cela rend les choses encore plus complexes pour les victimes. Pour Alia, la situation commence à évoluer quand une sage-femme sexologue, Véronique Agrapar, intervient dans son lycée. J'avais enfin une intervention en face de moi où l'intervenant n'avait pas peur d'utiliser les mots qu'on utilisait nous-mêmes, qu'il n'avait pas peur de nous parler de sexualité aussi ouvertement que ça. Enfin, donc là, je me sentais bien. Il y avait des débats qui étaient organisés à la suite de ces interventions-là. Donc je suis allée au débat sur les nudes, donc les photos nues, contrairement à ce que je pensais faire à la base, et contre l'avis de mes copines du lycée qui me disaient « Mais non, mais Alia, mais ça va pas, enfin, tu vas te faire du mal, enfin, les gens, ils vont savoir que t'as fait des trucs comme ça, enfin, non, on n'y va pas, quoi, enfin, vraiment, c'est pas bon pour toi. » Et je leur ai dit « Les filles, moi, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de voir comment on regarde les gens comme moi, j'ai besoin de savoir ce qui se dit, j'en ai besoin, donc j'y vais. » Et je me suis retrouvée au milieu d'une table en U, là, les tables que je détestais quand j'étais au collège ou au lycée, où on savait qu'on allait devoir prendre la parole, qu'il allait avoir un exposé ou quelque chose comme ça. Et puis, en fait, chaque personne parlait si elle le voulait ou pas. Sauf qu'à un moment, une personne qui présentait le débat, là, s'est adressée à moi, en me disant « Mais écoute, toi, au milieu, là-bas, qu'est-ce que t'en penses ? Tu parles pas Je me retrouve au milieu de, je sais pas, une soixantaine de personnes, avec la fameuse Véronique Agrapar qui avait fait des interventions juste avant, qui m'écoute. Et du coup, je leur ai dit que moi, j'avais eu un vécu qui était assez moche et que je m'en étais sortie, mais que je subissais encore les conséquences de mes actes, quelque part, parce que je me voyais encore coupable. Et là, je me mets à tout raconter. Et pour la première fois de ma vie, à ce moment-là, je parle sans qu'on me coupe la parole, sans qu'on me juge. Enfin, je me sentais revivre, je me sentais bien. Pour moi, c'était un moment magique, en fait. J'ai un peu de toutes les réactions. Et j'avais en face de moi des gens qui ne savaient pas, des gens qui savaient, des gens qui m'avaient insultée, des gens qui me harcelaient encore. J'avais un peu de tout. Et ce qui fait que j'avais plusieurs réactions. Donc, il y a des gens qui pleuraient en même temps que moi. Il y a des gens qui se retournaient parce que ils voulaient pas que je les regarde pleurer, quoi. En tout cas, il y a personne qui a quitté la pièce. Tout le monde se sentait, je pense, un petit peu pris au piège. Et en fait, je vois des regards, attentifs. Enfin, et là, je tiens tout le monde, quoi. Et à la fin, il y a la plupart qui s'en va, comme ça, assez rapidement dès que la porte s'ouvre parce que besoin d'air, quoi. Et
Et l'autre partie qui reste et qui me dit « Mais non, mais on dirait que c'est un film, ton truc, quoi. Comment c'est possible que tu sois encore là ? Enfin, t'es magique, en fait. Mais reste comme t'es. Enfin, continue. Bats-toi. » Et moi, je me dis à ce moment-là, waouh, comment c'est possible qu'on puisse me soutenir, quoi. J'avais jamais eu ça encore, jusque-là, de la part des personnes de mon âge. Donc, il reste Véronique Agrapard dans cette salle et qui me dit « Mais Alia, on se connaît pas. Mais désormais, je veux pas te lâcher. Moi, je veux que tu viennes avec moi dans les établissements et je veux que tu fasses comprendre aux jeunes qu'il y a un danger, il y a un réel danger, qu'il faut se soutenir les uns les autres et pas s'envoyer des bâtons. » Après sa prise de parole dans son lycée, la sexologue Véronique Agrapard encourage Alia à écrire son histoire, afin de se l'approprier, d'y porter un nouveau regard. Je commence à écrire sur mon ordinateur mon vécu. Donc elle me dit que c'est génial, il faut que je publie ça. Enfin, je mets ça sur Internet. Et le soir où je mets ça, le lendemain, je vois que j'ai 2000 lectures. Et je suis assez surprise de ça, parce que bon, ça peut paraître pas grand-chose. Et en même temps, c'était énorme pour moi, quoi. Jusque-là, j'avais toujours eu des commentaires d'autres personnes qui me disaient que j'étais une grosse pute, etc. Et du jour au lendemain, j'ai plus rien reçu. À part waouh. On pensait pas que t'avais vécu ça. Comment t'as fait pour t'en sortir ? Je connais quelqu'un qui a vécu à peu près la même chose, mais qui n'en parle pas. Et en fait, je me rends compte que l'arme la plus forte que j'avais entre mes mains depuis le début, en fait, c'était ma voix, quoi. Que je pouvais enfin parler pour m'en sortir, que j'aurais dû le faire dès le début. Pour raconter son histoire et alerter sur ce type de violence sexuelle, Alia a écrit et publié un livre titré « Juste une histoire de nude ». Et dans les années qui suivaient, donc je commence à faire des interventions auprès de Véronique. Je vois l'impact que j'ai auprès des jeunes de tout âge d'ailleurs, des gens qui ont mon âge, donc j'avais 18-20 ans. Je vois l'impact que j'ai auprès des plus jeunes, donc je peux voir c'est aux alentours de 11 ans, 10-11 ans. Et en fait, l'impact est très positif au niveau de la prévention. Enfin, les jeunes m'écoutent sans dire quoi que ce soit tout le long. Et à la fin, ils me disent « Mais madame, mais vous êtes trop forte. Enfin, mais c'est incroyable ce que vous avez vécu. Enfin, nous, on pensait qu'il n'y avait pas vraiment de danger. C'est énorme. Vous êtes un exemple. » Et là, je me rends compte qu'il y a un sérieux besoin aussi dans les établissements parce que, en fait, quand j'arrive et que je leur demande s'ils savent ce que c'est que des nudes, ils me disent « Non, mais madame, mais vous avez quel âge ? Bien sûr. » Et le problème, c'est qu'en me disant ça, ils me font comprendre que c'est rien. Que c'est ok, voilà, ils font ça tous les jours et c'est normal et voilà. Et ok, mais sauf qu'il y a un risque de l'autre côté. Moi, les jeunes, quand ils me disent qu'ils ont peut-être été auteurs, alors déjà ils le disent pas quand ils sont en grand groupe, ils attendent la fin de mon témoignage, à la fin de l'intervention pour venir me voir et me dire « Mais madame, moi j'ai quelque chose à vous dire ». Et généralement c'est les garçons qui viennent se confier sur le fait qu'ils aient pu être auteurs. Alors soit en ayant trop peur, du coup, moi j'ai une copine, une fois je lui ai touché les fesses sans faire exprès, est-ce que je suis un auteur de violences sexuelles ? Puis bon, je les rassure évidemment, non, tout va bien, t'en fais pas, mais c'est bien que tu te poses la question parce que déjà ça veut dire que tu réfléchis par rapport à ça. Et d'autres jeunes qui viennent me dire, non mais madame, moi ça va, une fois j'ai juste tiré les cheveux de ma copine pour qu'elle me fasse une fellation, il y a pas mort d'homme, quoi. Et là, je vais leur dire que si, quand même. Avec mon intervention, ils l'ont bien compris. Je l'espère. Je dis, maintenant, c'est du passé. S'ils peuvent s'excuser, même si ça date un petit peu, qu'ils le fassent. Moi, généralement, quand je les mets face au fait qu'ils aient pu être auteurs, j'ai un peu de toutes les réactions. Donc, non, vous dites n'importe quoi. Moi, je suis pas comme ça. Je suis pas un violeur. Je suis pas un méchant. Je me permettrai pas... ma mère, elle m'a bien éduquée. Donc, ok. Ils sont un peu... j'ai beaucoup de personnes qui sont assez frontales, en fait, avec moi. Et d'autres qui sont à me dire qu'ils sont les pires, qu'ils vont mal vivre toute leur vie, qu'ils ont vraiment du mal avec le fait qu'ils aient pu faire quelque chose d'aussi horrible, en fait. Et... le problème, c'est qu'ils ne le voient même pas vis-à-vis du côté humain, mais c'est surtout quand je leur montre du côté de la loi, ce qu'ils
risquent, ou ce que leurs parents risquent en l'occurrence. Mais quand je leur parle des effets psychologiques, des conséquences à long terme sur la victime, j'ai pas tant de réactions que ça, à part celles des victimes qui, bien sûr, savent de quoi je veux parler. À la faculté Sorbonne Université, Violette Das s'occupe, en plus de l'accueil des victimes, de toute la partie prévention. Nous, on utilise beaucoup le théâtre forum. C'est une forme de théâtre participative et on l'utilise beaucoup dans les amphithéâtres. Donc c'est de manière entre guillemets captive dans le sens où en fait on se met d'accord avec l'enseignant ou l'enseignante en amont du cours, mais les étudiantes et étudiants sont pas au courant de l'intervention. Donc c'est vrai que là ça nous permet d'avoir un public qui est aussi très large puisque on a des amphis où il y a 300-400 personnes et vraiment sincèrement et à chaque fois et y compris pour les personnels, il y a des personnes qui viennent nous voir en disant vraiment moi ça me remet vraiment en question sincèrement sur mes pratiques, sur ce que je peux faire. Donc voilà, moi je crois en la prévention. La prévention, en tout cas, a beaucoup été tournée autour des victimes, notamment après MeToo, puisque l'explosion et puisque se dire aussi qu'est-ce que je fais si ça m'arrive, qu'est-ce que je fais dans cette situation. Les ateliers qu'on fait, ils concernent victimes et auteurs. C'est vraiment apprendre le consentement, apprendre à demander le consentement, apprendre à écouter ce que dit la personne, mais aussi pas que ce qu'elle dit, comment elle se comporte. Parce que je pense qu'il y a plus de oui qui veulent dire non que d'autres situations. Il y a beaucoup de moments où en fait on peut se retrouver à dire oui parce que on n'a pas envie de passer pour quelqu'un de pas cool ou de pas sympa, surtout quand on est très jeune, surtout quand on est au début de sa vie sexuelle. Donc c'est aussi apprendre à entendre que ok, la personne elle a dit oui, mais en fait elle bouge pas, elle réagit pas. Est-ce que vraiment elle a envie en fait de ce qui se passe? Donc il y a beaucoup parce qu'on réduit aussi beaucoup le consentement au fait de dire non ou au fait de dire oui. Sur le terrain, Johanna Rosenblum constate qu'avec la libération de la parole, des auteurs potentiels de violences sexuelles commencent à s'interroger. La prévention est tout aussi importante que la prise en charge des victimes pour que le continuum des violences puisse enfin se briser. La première question, je pense que c'est parler avec la personne avec qui on est en couple ou qu'on fréquente ou avec qui on a des relations sexuelles. Est-ce que j'ai été à ton écoute? Est-ce que tu as l'impression que je t'ai imposé des choses? Est-ce que tu es OK avec toutes les pratiques sexuelles que je te suggère ou qui me donnent envie? Est-ce que tu as du désir? Est-ce que tu te sens libre de me dire non si tu ne veux pas? Première chose. Et si on voit que ça, c'est un petit peu difficile, allez voir un professionnel de santé, un psychologue, par exemple, qui est spécialisé dans ce domaine-là, ou un sexologue, à qui on pourra parler de façon transparente de ses propres pratiques sexuelles, de la façon dont on est en lien dans l'intimité avec l'autre et qui pourra nous apporter un éclairage sur ce qui est dysfonctionnel, sur ce qui est violent et ce qui doit être amélioré, si besoin. Selon Violaine Chabard de l'association Colosse au pied d'argile, une prévention efficace des violences sexuelles passe aussi par une éducation à la sexualité. Aujourd'hui, en France, des cours d'éducation sexuelle sont dispensés dans les collèges et lycées, mais les thématiques abordées y sont encore assez limitées. Il y a un problème d'éducation à la sexualité, chez les tout-petits comme chez les adolescents. Et quand on n'a pas d'éducation, qu'est-ce qu'on fait? On va regarder des films porno ou on va aller sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, c'est vraiment une problématique qu'on a identifiée tous sur tous les acteurs de terrain et qui font que on a des hommes ou des jeunes hommes qui vont avoir des relations sur ce mode-là. Ils comprennent pas, ils semblent ne pas avoir intégré les limites et que aussi le fait d'être dans l'irréalité du virtuel leur donne pas les limites qu'ils devraient avoir intégrées. Moi, je le vois quand on a des affaires justement entre adolescents ou même, on va dire les filles, parce que c'est plutôt elles ont du mal à comprendre et à dire si elles sont d'accord ou pas. Et quand elles ne sont pas d'accord, elles ont du mal à le manifester aussi. C'est-à-dire que tous les indicateurs sont vraiment troublés. Un qui a envie d'avoir cette relation, mais qui ne sait pas détecter si la jeune fille ou la jeune femme est d'accord, et la jeune fille ou la jeune femme en question, elle ne sait pas dire ou montrer que ça ne lui plaît pas et qu'elle n'a pas envie. À chaque intervention de l'association dans une classe ou dans un club sportif, de nouvelles voix se font entendre. Une personne au moins, parfois bien plus, ose dire « Moi aussi, j'ai été agressée ».
Pour Alia, reconnaître les violences dont elle a été victime est passer par une prise de parole publique, une manière de se réapproprier son histoire. Moi, j'en ai fait quelque chose. J'ai eu cette envie, cette folie quelque part, parce que même pour ma maman, que je me mette à nu devant la France entière après, c'était encore quelque chose. J'aurais très bien pu rester à ne pas en parler autour de moi et pour autant m'en sortir bien, quoi. En tout cas, moi, le seul souhait que j'avais quand j'étais plus jeune, c'était qu'on me laisse tranquille. Et on a fini par me laisser tranquille. Et ça, c'était la chose que je voulais. Être sous les projecteurs, entre guillemets, c'était pas du tout un souhait à la base. C'est quelque chose qui me faisait peut-être même peur. Mais en tout cas, oui, ce que je veux dire, c'est qu'on peut vivre quelque chose d'abominable et en tout cas s'en sortir, et heureusement, quoi. Malheureusement, pas tout le monde. Pour d'autres, ce sera la thérapie, les groupes de parole. L'association Colosse au pied d'argile en propose. Violaine Chabard. Le premier qui fonctionne très bien et pour lesquels on a une liste d'attente, c'est le groupe de parole des hommes victimes de violences sexuelles. Voilà, donc ça c'est le premier. On en a un autre pour les femmes victimes de violences, c'est un peu plus classique malheureusement, mais c'est important de le mettre en place. On en a un groupe de parole pour les victimes collatérales, donc ça peut être les parents en premier lieu, mais c'est aussi les dirigeants des structures, les personnes qui ont reçu la parole et qui sont impactées et qui sont un peu laissées pour compte dans la procédure. Et enfin, ce sont les sportifs ou les athlètes de haut niveau. Des groupes de parole qui permettent de sortir de l'isolement que provoquent les violences. On se rend compte qu'on n'est pas tout seul, qu'on n'est pas le seul à avoir vécu ce type de violence, et encore une fois qu'on n'en est pas responsable, et que malheureusement, la stratégie de l'agresseur, elle est identique. C'est-à-dire que ils ont mis des stratégies en place pour petit à petit venir au contact et que progressivement, il y a des actes qui soient posés sur le corps des victimes et que ça démystifie un peu le viol et l'agression sexuelle qu'on peut voir dans des films, sur un parking avec un inconnu, etc., qui est loin de la réalité de ce qui se passe. Et puis ça permet aussi de se rendre compte que les conséquences, elles sont parfois les mêmes chez les uns, chez les autres, même si elles se déclinent évidemment, mais on se rend compte que l'isolement, la peur de ne pas être écouté, les conséquences aussi physiques ou psychologiques, on se retrouve chez l'autre. Malgré tout, et même si Alia va mieux aujourd'hui, les conséquences de ce qu'elle a subi se font encore sentir. En effet, les violences sexuelles peuvent créer tout un éventail de souffrances psychologiques et physiologiques qui s'expriment sur la durée. On va retrouver des troubles de la sexualité, donc des difficultés avec la sexualité, et de l'autre côté du continuum, des hypersexualisations et des comportements à risque, des atteintes du corps, comme des troubles du comportement alimentaire, avec des privations, de la scarification, de l'hyperphagie, des difficultés relationnelles, des difficultés à établir du lien, des liens de confiance, de l'attachement à l'égard de l'autre, ou à l'inverse, encore une fois, de l'hyperdépendance, ou de la codépendance. Psychologiquement, beaucoup d'anxiété, des symptômes dépressifs qui peuvent aller jusqu'à des idées noires. Donc c'est très difficile, très très difficile de vivre avec un psychotrauma lié à des violences sexuelles. Je sais que je fais toujours pas mal de cauchemars. Je peux plus regarder de films ou de séries avec de la violence. Peu importe la violence, je ne peux plus. C'est quelque chose que je ne supporte pas. Je sursaute facilement. Par exemple, pour venir ici, dans le train, je m'endormais, mais en fait, moindre bruit, je sursautais. Quand quelqu'un m'effleurait, je sursaute. Et pour autant, je ne vis pas mal avec mon copain actuel. Tout se passe bien, mais il y a quand même des effets, je pense, qui restent, qui persistent. Il existe plusieurs approches thérapeutiques pour tenter de réduire les impacts de ce type de traumatisme. Johanna Rosenblum. Parler à un psychologue des violences sexuelles, c'est avoir la certitude qu'on a en face de soi quelqu'un qui ne nous jugera pas, qui ne sera pas fasciné par le récit, qui ne remettra pas en cause notre parole, qui pourra entendre chaque mot autant de fois qu'on voudra les répéter, qui sera là aussi pour entendre encore et encore et encore les mêmes flashbacks, les mêmes souvenirs. Les victimes que je vois au cabinet, elles ont vraiment besoin que je leur explique ce qui se passe dans leur cerveau
Elles ont besoin de comprendre pourquoi c'est si difficile de manger, d'être heureux, de faire l'amour, de tomber amoureux, de vivre au quotidien. Et donc faire de la psychoéducation, de la pédagogie autour du psychotrauma, du syndrome de stress post-traumatique, ça aide à avancer aussi. Dans les prises en charge, on peut retrouver la psychothérapie, notamment les thérapies cognitivo-comportementales. Il y a des spécialistes aussi en hypnose, en EMDR par exemple, qui auront des approches assez globales du corps et de l'esprit. Pour certains, il y a une évaluation qui peut être indispensable chez un médecin, notamment un médecin psychiatre, qui pourra soulager un petit peu certains symptômes, comme les symptômes anxieux ou les symptômes dépressifs ou les troubles du sommeil. Et moi, je trouve que tout ce qui est aussi en rapport au corps, la prise en charge du corps, c'est très important. La méditation, la sophrologie, la cohérence cardiaque, faire des sports où le corps est choyé, où on va réapprendre à se sentir, à ressentir autrement que par la souffrance ou l'anesthésie, si on repense à la dissociation. Parce que parfois, penser ses plaies peut passer par d'autres voies que celle de la parole. Je pense qu'il y a des victimes qui ne veulent pas parler, pas parce qu'elles ne peuvent pas ou parce qu'elles n'osent pas, mais parce que pour intégrer la situation, pour pouvoir avancer, elles n'ont pas besoin de cette verbalisation orale. Et je pense vraiment que c'est possible. Donc je ne veux absolument pas envoyer le message à une victime que si elle ne parle pas, elle n'ira jamais mieux. Je ne pense pas. C'est très personnel, la personnalité qu'on a, la façon dont on a grandi, nos capacités de résilience, la foi, la façon qu'on a de donner du sens aux épreuves qu'on traverse. La parole est un très très bon outil de réparation, de reconstruction, mais c'est pas le seul. À chaque personne, sa manière de réagir. À chaque personne, sa sensibilité. Certaines méthodes, moins conventionnelles, font aussi leur effet. Pour Alia, sa reconstruction est passée par une reprise sportive régulière. J'ai énormément maltraité mon corps. Et en fait, ça me permet de dire à mon corps, je t'aime, c'est quelque chose qu'on se dit jamais et on nous prendrait pour des fous à se dire ça, mais pour autant, c'est hyper important, quoi. Notre corps, c'est notre enveloppe corporelle que l'on a jusqu'à la fin, et donc c'est hyper important d'en prendre soin, quoi. Sinon, il crie et voilà, pour qu'on ose dire les choses clairement. Pour réussir à aller mieux, il est nécessaire qu'à un moment, sur son chemin, une victime de violence sexuelle rencontre quelqu'un en capacité de l'écouter. Comment, en tant que proche, peut-on accueillir ces paroles ? Et quelles méthodes utilisent les professionnels de santé et les associations ? C'est ce dont nous vous parlerons à travers le témoignage de Louise dans le prochain épisode. Si vous pensez être victime de violence ou vous posez des questions sur une relation problématique, n'hésitez pas à appeler la CNAE, CNAE, au 0800 737 800, un numéro spécialement destiné aux étudiants. Vous pouvez aussi appeler le 3919, le numéro national d'écoute, d'information et d'orientation des victimes de violences sexistes et sexuelles. Défaire la violence est une série documentaire de Santé Psy étudiants en collaboration avec l'association VICA, sur une idée originale et avec la voix de Vicky H, produite par l'ACME, coordonnée par Chloé Vibo, écrite et enregistrée par Nina Pareja, réalisée et mise en musique par Thomas Loupias. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur santépsy.étudiant.gouv.